Donc, maladie de Rosaille-Dorfman, c'est fait partie des histiocytoses non languérantiennes, qui sont beaucoup plus rares du coup en pédiatrie que les histiocytoses languérantiennes. Et le plus souvent, c'est des gros ganglions avec parfois des atteintes non ganglionnaires, mais voilà, plus rares et plus anecdotiques, mais qui peut quand même poser problème. Et les données sont précisément connues sur la base d'études de cas, mais c'est plutôt des séries assez limitées, 10, 15 patients. Voilà. Donc l'intérêt de ce travail, c'était justement de pouvoir avoir une bonne cohorte et de pouvoir peut-être un peu mieux décrire ce spectre-là. Et d'essayer d'être le plus exhaustif possible sur le cas d'une cohorte nationale. Et puis comme en pédiatrie, on a la chance d'avoir le réseau, essayer de toucher le maximum de personnes de ce réseau. Donc aussi maladie de Rosaille-Dorfman, donc c'est des proliférations d'histiocytes, surtout au niveau ganglionnaire, mais aussi d'autres tissus. Et puis c'est connu, c'est associé à d'autres pathologies syndromiques. Donc on vient de parler de LCLC29A3, mais ça se voit aussi dans des déficits immunitaires héréditaires comme la LPS, l'hérasopathie aussi. Et puis, il y a un accompagnement avec parfois un spectre auto-immun, inflammatoire, qui est connu. Et puis parfois, on peut avoir aussi des localisations de Rosaille-Dorfman juste à côté de pathologies néoplasiques malignes, telles une maladie de Hodgkin. Donc, on appelle ça Rosaille d'accompagnement. Il faut se méfier un peu. Voilà, donc l'anatomopathologie, c'est des histiocytes avec ces images d'empéripolèse, une espèce d'invagination du cytoplasme autour d'une autre cellule, sans vraiment la phagocyter en théorie. Et le marquage, c'est un marquage histiocytaire non spécifique, avec PS100 positif, puis maintenant, comme on a dit, il y a OCT2. Et l'étude moléculaire, quand on fait des NGS avec des mutations sur l'ADN, c'est pas super contributif. Globalement, on arrive à trouver un tiers de mutations dans la voie des MAP kinases, mais finalement, c'est un petit peu le parent pauvre de la recherche de mutations somatiques. Mais quand on fait un marquage phospho-ERK, c'est-à-dire si on regarde l'activation de la voie des MAP kinases, en général, il y a toujours une activation de la voie des MAP kinases. On ne trouve pas toujours la mutation driver, mais c'est réputé comme ayant toujours l'activation. Concernant le traitement, alors ça peut être de l'observation simple si le patient a un gros ganglion et finalement s'en plaint pas trop, à plein de traitements possibles qui sont immunosuppresseurs, voire de la chimiothérapie cytotoxique, voire de la thérapie ciblée qui vise la voie des MAP kinases. Sachant que donc, dans Blood, il y a une revue internationale qui fait un petit peu le point sur les traitements disponibles avec un arbre décisionnel, mais globalement, ça reste de l'avis d'experts. Et comme il y a peu de séries, il y a quand même un petit peu de travail à faire à ce sujet-là. Donc l'objectif, c'était déjà de partir forcément des patients répertoriés dans le registre français, et également en novembre 2021, comme c'est une maladie qui est un peu plusieurs présentations, cette fois-ci on n'était pas vraiment sûr que tous les patients aient été vus en onco-hématologie pédiatrie. Donc on a sollicité les rhumatologues pédiatres via la SOFREMIP, et aussi les drépanocytologues en se disant que c'est plus fréquent dans les populations migrantes, en particulier d'Afrique noire. Donc comme ils ont souvent la drépanocytose touche aussi ces patients-là, voilà, essayer de récupérer le maximum de patients. Et puis si possible, quand il y avait un patient identifié que la maladie n'était pas trop ancienne, au diagnostic, on essayait de récupérer le bloc pour l'envoyer à Jean-François-Émile pour faire des études moléculaires. Voilà, donc il y en avait 53 patients identifiés dans le registre. On a pu en récupérer 7 entre guillemets en faisant notre appel via les différentes mailing lists. Et donc ça nous fait 60 patients inclus. Après, il faut savoir que les dossiers, qu'il y a eu beaucoup de suivis différents, parfois pas toujours hospitaliers, etc. Pas mal de patients, enfin 6 dossiers sont peu documentés. Et donc finalement, il y avait 54 patients inclus. Mais 35% seulement ont bénéficié de la relecture anatomopathologique et donc un tiers globalement avait une étude moléculaire sur la biopsie. Donc ça faisait 19 filles et 35 garçons, donc une prédominance masculine, access ratio 1,8. L'âge médian diagnostic, c'était l'âge du milieu de l'âge pédiatrique grosso modo, donc ça touche un peu tous les âges pédiatriques. Pour 61% des patients, donc ce qui est un peu connu, c'est prédominance de l'atteinte ganglionnaire, et la plupart du temps, c'est un ganglion, une atteinte ganglionnaire unique, il n'y a pas d'atteinte d'autres systèmes. Et donc en plus,
Et cette patiente avait une fièvre diagnostique. Mais on voit qu'il y a d'autres atteintes d'organes, en particulier au niveau ORL, c'est-à-dire les sinus, le pharynx, le larynx. Voilà, c'est quand même un endroit qui est un site qui peut être souvent atteint dans la maladie de Rosaille. En fait, finalement, beaucoup d'organes sont atteints, le système nerveux central également, la peau. Voilà, donc justement, pour les atteintes un peu plus atypiques que le gros ganglion tumoral qui, à première vue, peut faire penser à un Hodgkin, mais qui n'en est pas un. Donc il y a les atteintes ORL. Pour nos patients, ça a touché vraiment la sphère ORL possible, des sinus même aux amygdales. Enfin, voilà. Et les symptômes, c'était finalement la plupart du temps une obstruction à ce niveau-là. Pour l'atteinte orbitaire, donc ce qui n'est pas loin de la sphère ORL, ça pouvait donner des symptômes de type exophthalmie. Pour les atteintes du système nerveux central, les localisations elles étaient variables. Il y avait au niveau de l'encéphale, de la moelle épinière, au niveau des méninges, au niveau de l'hypophyse. Les atteintes osseuses pouvaient atteindre la plupart du temps des os plats, mais étaient effectivement aussi localisées de façon variable. Et pour les atteintes cutanées, c'était sous forme nodulaire. Donc l'âge médian de ces atteintes, c'était globalement l'âge médian de notre cohorte. À noter que pour les atteintes orbitaires et cutanées, c'était plutôt des enfants d'âge un peu plus jeune. Au niveau biologique, donc ce qui est connu dans la maladie de Rosaille, c'est qu'on peut avoir une lymphopénie associée. Alors tous les dossiers n'étaient pas très bien documentés, mais effectivement c'est une caractéristique qu'on a pu retrouver. Il y a un syndrome inflammatoire, je vous l'ai dit, puis des anémies de caractéristiques inflammatoires du coup identifiées chez une dizaine de patients, et des auto-anticorps quand ils avaient été recherchés qui pouvaient être positifs aussi, en particulier des facteurs antinucléaires. Tous les patients n'ont pas eu d'exploration radiologique exhaustive, en particulier par PET scanner, mais pour les patients qui avaient bénéficié d'un PET scanner, on voyait les lésions étaient hypermétaboliques au PET scanner. Donc la maladie de Rosaille-Dorfman, ce qu'on a remarqué en regardant cette cohorte, c'est que c'était associé à des pathologies syndromiques, ce qui est un peu différent de quand on regarde les autres histiocytoses pédiatriques, où en général il n'y a pas trop de maladies associées. Dans l'histiocytose langerhansienne, on sait que ça survient sans maladie sous-jacente, vraiment. Mais là, voilà, il y a vraiment un spectre de maladies sous-jacentes vraiment significatif par rapport aux autres sous-types d'histiocytose. Donc le syndrome H, donc l'autre nom du CLCC29A3, qui est bien représenté ici. Et puis il y avait des déficits immunitaires héréditaires, donc un patient qui avait une maladie de Wiskott-Aldrich, qui a même été allogreffé, donc il y a eu un déficit immunitaire héréditaire avec thrombopénie et qui a été allogreffé pour son déficit immunitaire. Un patient qui avait un déficit immunitaire non étiqueté avec glomérulonéphrite, une patiente qui avait un retard du développement sans rasopathie identifiée, en tout cas sans diagnostic à ce niveau-là, mais sûrement quelque chose sous-jacent. Une patiente qui avait un syndrome cardio-fascio-cutané, en fait c'est une mutation, c'est une rasopathie. Et puis deux patients qu'on a étiquetés RALD, donc on en parlera tout à l'heure. Il y a une espèce d'entité, on va dire un peu pas très claire, avec une manifestation un peu systémique d'une maladie proliférative avec mutation de race. Mais on en parlera tout à l'heure. Mais globalement, c'est des manifestations un peu systémiques, prolifératives, sous-tendues par mutation activatrice de race, de KIRAS notamment. Au niveau histologique, bon, tout n'a pas été. Il y avait un tiers qui avait pu avoir une relecture. Les images d'empéripolise étaient effectivement souvent rapportées. Au niveau immunocytochimique, c'est comme c'était connu. Effectivement, tous les cas pour lesquels on avait pu faire le marquage phospho-R qui était positif. Donc l'étude moléculaire, c'était un tiers de cette cohorte. Et pour 9 patients, on a trouvé une altération moléculaire. Pour 4 patients, donc 5 patients, c'était une mutation de MAP2K1, qui, bon, comme rapporté dans d'autres séries, fait partie de la mutation la plus souvent retrouvée dans la maladie de Rosaille. Donc, pour un patient, d'ailleurs, la fréquence allélique était très importante, c'est le patient 7, et donc c'est une mutation qui a été considérée constitutionnelle, et c'est ce patient qui a le syndrome cardio-fascio-cutané, donc cette rasopathie. Il y avait 2 patients qui avaient des mutations de BRAF-V600E, qui peut donc se retrouver dans la maladie de Rosaille de façon un peu plus anecdotique, et donc un patient qui avait une mutation de KIRAS. Donc au niveau des traitements, c'est un arbre un petit peu compliqué, mais déjà ça exprime simplement le fait qu'effectivement il y a plusieurs types de traitements possibles.
Beaucoup de patients ont juste une surveillance simple et alors, il n'y a pas beaucoup de données de suivi, donc là il y a encore un peu de travail à faire pour essayer d'aller un peu plus loin dans ces dossiers. Mais bon, globalement, ceux pour qui on a des nouvelles, ça s'est plutôt bien passé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu besoin de traitement. Donc en fait, l'abstention thérapeutique reste une option a priori valable. Le traitement de première ligne, souvent qu'on propose quand on nous parle d'un patient rosaille, effectivement, c'est la corticothérapie qu'on peut associer à du méthotrexate initialement ou voilà, peut-être un autre immunosuppresseur, parce que les corticoïdes sont réputés avoir une efficacité, mais qu'à l'arrêt des corticoïdes, la maladie a tendance à repartir. Donc vous voyez qu'il y a eu plusieurs types d'associations possibles, avec, pour des patients donc en vert, c'est une évolution plus favorable, donc ça peut suffire en termes de démarche. Pour d'autres patients, vous voyez que l'arbre s'allonge, donc avec des deuxièmes lignes, des troisièmes lignes parfois nécessaires. Les carrés en bleu signalent les patients ayant eu donc un inhibiteur de MEK. Et donc vous voyez que le patient le plus à... je ne suis pas très latérisé, mais je pense que ça doit être la gauche, a eu c'était un patient qui avait un LCC29A3 et je pense qu'il fait partie, enfin on l'a tous ce patient je pense, qui a eu du cobimetinib pour une atteinte, alors je crois que c'était rétropéritonéale. Et alors bon, nous on l'a noté en réponse partielle, mais bon à voir, mais en tout cas il persistait des signes inflammatoires, etc., pour lesquels il a ensuite été mis sous tocilizumab. Il y avait une patiente qui avait le syndrome cardio-fascio-cutané avec la mutation MAP2K1, elle, qui était en réponse partielle, globalement pas vraiment d'efficacité suffisante de la corticothérapie et de l'Immurel, pour lequel il y a eu le traitement par trametinib et qui a été efficace, et elle l'a gardé vraiment au long cours, et je crois qu'elle l'a encore même. Donc elle n'a pas pu être sevrée. Par contre, vous avez deux patients qui avaient eu de la corticothérapie, puis après de la cladribérine, sans obtenir d'évolution satisfaisante, et donc ils ont été sous trametinib, donc inhibiteur de MEK, et eux, par contre, ils ont pu être sevrés du trametinib, ils ont bénéficié de ce traitement quelques mois, et donc ensuite ils n'ont pas récidivé, et même quand j'ai regardé la base, ça avait l'air depuis 1 an ou 2 être en rémission. Voilà. Donc les données de suivi, on ne les a pas pour tous les patients, c'est pour ça que je vous dis que cette étude, elle est intéressante par certains aspects, mais il faut encore la retravailler un petit peu. Mais globalement, la plupart des patients vont bien. Et ont pu être sevrés de toute thérapeutique et dans le cadre de leur suivi ont une évolution favorable. Il faut savoir que ça peut réactiver dans l'année qui suit. Alors de réactivation, ça me paraît un peu insuffisant, je pense qu'il faut revoir un peu ces données un peu plus précises. Et donc il y a 2 patients qui sont décédés et c'est les 2 patients qui sont étiquetés RALD. Donc il y a un patient qui avait 15 ans au diagnostic, une atteinte qui était disséminée, pulmonaire, hépatique, qui a eu un traitement d'ailleurs de type LAM, enfin, voilà, ensuite il y a eu 2 CDA, ça avait l'air d'aller mieux, puis après ce patient il a fait une tumeur cérébrale et il est décédé de cette tumeur cérébrale. Voilà, donc, un dossier un peu particulier, donc il est décédé adulte jeune. Et un autre patient qui a eu aussi une atteinte qui était plus jeune, qui avait 4 ans, qui avait une atteinte également du poumon, de la rate et hématologique, qui a eu Immurel, enfin de CDA, et qui est décédé dans un contexte de maladie non contrôlée avec une atteinte pulmonaire de type SDRA. Vous voyez, des dossiers qu'il faudra revoir de plus près, mais donc quand même des présentations qui peuvent être systémiques. Et pour ces 2 patients, par contre, je n'ai pas le statut mutationnel, donc je ne peux pas vous dire que c'est un RAL, puisque c'est tout s'ensuit, il faudra avoir une mutation de race pour les définir de cette façon-là. Donc c'est sûr qu'en pédiatrie, il n'y avait pas vraiment de série, donc on est content d'avoir une série un peu conséquente. Donc ça confirme les données qui étaient un peu rapportées sur des séries plus petites, c'est-à-dire la prédominance ganglionnaire, la prédominance masculine, et puis les différents spectres qu'on peut avoir de la maladie, en particulier l'atteinte ORL, et plein d'autres organes atteints. Phosphore qui est positif, donc mutation des activations de la voie kinase, avec dans un tiers des cas des mutations qu'on peut mettre en évidence sur le plan somatique, en particulier MAP2K1 et un peu plus rarement KRAS, avec peut-être des formes qui sont des fameux RALD qu'il est intéressant de discuter. Voilà. Donc il faudra, sur des cohortes comme ça, bon, ça donne déjà des informations. Après, c'est là que collaborer, poursuivre le travail de recensement des données dans le cadre du registre, ça me paraît essentiel, indispensable.
en particulier la collaboration avec les rhumatologues pédiatres, les médecins internistes pédiatres, parce qu'en fait, je pense qu'ils voient ces patients-là. Alors, on est avec la Sophremi pour discuter, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut avancer ensemble si on veut bien avancer. Et puis même essayer de se mettre à l'échelle européenne, puisque si après on veut mettre des corrélations en termes de, pourquoi pas, de génotype et de meilleure caractérisation, ça me paraît essentiel. Donc voilà, on va poursuivre cette cohorte. C'est également intéressant de discuter avec les internistes parce que nous, moi je suis un peu trop hémato-oncologue entre guillemets, donc j'ai un peu une vision structurée dans ce sens-là. Donc les visions internistes apportent, je pense, à nos réflexions, enfin à la mienne en tout cas, et la collaboration avec nos copains européens aussi. Merci beaucoup.